va redémarrer cet après-midi avec le Startup Contest et avec un jury de qualité qui va se présenter du coup tour à tour. On va commencer par Morgane. Honneur aux femmes. Prends un micro, présente-toi s'il te plaît. Allô, oui, bonjour. Donc Morgane Ravalec, moi je suis dirigeante de l'agence MAC, qui est une société spécialisée en marketing et communication. Donc on accompagne nos clients déjà à consolider leur positionnement. Ensuite, on définit avec eux leur territoire d'expression et on accompagne beaucoup de clients sur le développement du contenu de marque, donc tout ce qui est brand content, storytelling. Voilà, et on travaille sur toute la France. Et pour ce Startup Contest, SMAC offre une dotation. Tu peux en dire plus ? D'une valeur de 2 500 € qui correspond à une prestation de conseil et d'accompagnement en fonction du niveau de maturité de la start-up et de ses besoins. Ok, Daniel, à ton tour. Pour les personnes qui n'étaient pas forcément présentes ce matin et puis pour les startups qui vont venir pitcher, peux-tu nous dire en 1 minute qui tu es ? Oui, donc Daniel Henry, je m'intitule un ergo-concepteur, c'est-à-dire que je suis concepteur et ergonome à la fois. J'ai une formation en architecture et une formation en réalité virtuelle et ergonomie, on va dire. Et actuellement, et depuis 20 ans, j'offre du conseil pour la conception de produits interactifs en mettant l'utilisateur au centre de l'étude. Merci Daniel. Fred, un petit mot sur toi. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Cavazza. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans le monde du web. Je me définis aujourd'hui comme un marketing technologiste. Ça veut dire que j'essaye d'expliquer aux entreprises, aux grands comptes, l'intérêt des technologies et l'apport que peuvent avoir les technologies et le web dans les pratiques du marketing pour mieux appréhender ce 21e siècle numérique. Voilà. Merci Fred. Arnaud. Donc Arnaud Rantenier, directeur de Lorient Technopole, dont le métier est d'accompagner les jeunes entreprises innovantes. Tout simplement. Tu avais 1 minute, tu fais court. Et enfin, donc, Didier Moreau, je représente la société d'expertise comptable KPMG. Et nous offrons, nous, entre autres, une journée d'accompagnement pour le lauréat, comme les années précédentes. Ok. Et donc, je suis Sébastien Lecorfec, cofondateur de la West Web Valley. La West Web Valley, c'est un fonds d'investissement de 32 millions d'euros aujourd'hui. Donc, 32 millions d'euros à injecter dans les startups du Grand Ouest. On a lancé ce dispositif avec 2 autres entrepreneurs. Mon associé sur une autre société qui s'appelle Zip, anciennement Evernet, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale, autant sur le dev, le web marketing, le développement mobile. Donc c'est Charles Kabilik qui a fondé avec moi la West Web Valley, et Ronan Lemoyle qui a notamment été à la base de Fortuneo et qui aujourd'hui est patron du Crédit Mutuel Arkea, qui a notamment aussi racheté Litchi, donc des petites startups que vous connaissez. Donc tous les trois, on essaie de booster la Bretagne avec ce fonds d'investissement et cet accélérateur. Ok, donc alors comment ça va se passer maintenant pour les startups qui vont nous rejoindre? Donc il y a 5 finalistes. Ces 5 finalistes vont avoir 5 minutes de pitch et ensuite 3 minutes de questions par le jury. Et on va commencer par c'est Be My Tech. C'est bon, tu es là. On peut l'applaudir. C'est pas facile. Alors, Baptiste, tu viens de Brest, on a ta présentation, on peut l'afficher ? Ah, ça va arriver. Baptiste, du coup, je te laisse faire la présentation au pupitre. Tu as la commande ou tu préfères ? On est parti pour 5 minutes. Bonjour à tous, moi c'est Baptiste Berthier. Alors, je vais par contre avoir besoin du... Ok, merci. Il y a un problème avec le... Il faut pointer un endroit particulier. Non, principalement. Il est là-bas. Vers là-bas ? Oui, je crois. C'est où ? C'est un peu long à chaque fois, je sais pas si c'est
tu n'as plus que 3 minutes. Non, je plaisante. C'est bon? Allez, go, on est parti pour 5 minutes. Donc, bonjour, moi c'est Baptiste Berthier. Donc, en moyenne, 40% des enfants qui entrent au collège aujourd'hui ont des lacunes scolaires. En fait, ils ont des problèmes au niveau de l'acquisition des savoirs fondamentaux comme la lecture, le calcul ou l'écriture. Le problème aujourd'hui, c'est que le système éducatif ne prend pas en considération les mécanismes naturels de l'apprentissage des enfants. Il existe aujourd'hui du matériel pédagogique pour favoriser les apprentissages, mais souvent il est basé sur des méthodes pédagogiques traditionnelles où il n'exploite pas ou peu le potentiel des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'avec Be My Tech, nous avons décidé de concevoir le premier tapis de jeu éducatif et interactif pour les enfants de 3 à 6 ans et inspiré de la théorie de la synesthésie pour favoriser l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Alors qu'est-ce que c'est que la synesthésie ? Donc vous voyez, il y a des chiffres dans cette image, des 5 et des 2. Est-ce que quelqu'un parvient à distinguer la figure géométrique formée par les 2 dans l'image ? Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes synesthète. Sinon, voici ce qu'un synesthète aurait perçu. Il aurait ici associé les couleurs à des chiffres, et du coup, il aurait vu le triangle formé par les 2 dans l'image. En fait, la synesthésie, c'est la capacité à associer différents sens entre eux. Donc ici, par exemple, les couleurs au graphème. Pourquoi je vous parle de synesthésie ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui ont porté sur le domaine cognitif et les dernières recherches dans le domaine, donc menées notamment aux États-Unis, prouvent que la synesthésie a un impact sur le développement cognitif des enfants, sur la perception, la compréhension et donc sur leur faculté également d'apprentissage. C'est pour ça que nous exploitons en fait cette théorie au sein du contenu que nous proposons. Donc on propose un contenu éducatif basé et très ludique, basé sur cette théorie. Et cet outil en fait que nous avons créé, qui est le tapis de jeu, s'intègre en fait en complémentarité des apprentissages que vont trouver les enfants au niveau scolaire et à l'école. Donc on se propose ça aux parents. Donc voici ici le tapis de jeu qui pourra se trouver en fait dans la chambre de l'enfant. Je crois qu'il y a un problème. Merci. Donc le tapis de jeu qui va pouvoir se trouver dans la chambre de l'enfant. Donc, il possède 4 fonctionnalités essentielles. Un mode non connecté qui va permettre aux enfants d'être en autonomie au niveau de l'usage et qui vont permettre aux enfants d'accéder à des histoires auditives et avec lesquelles ils vont pouvoir interagir grâce aux capteurs qui sont dans le tapis, qui sont des boutons. On a un mode connecté qui va permettre, grâce à une application, d'accéder au contenu éducatif. Donc l'application sera disponible sur tablette ou sur smartphone. Et on va avoir donc un mode veilleuse pour que l'enfant ait des nuits un peu plus douces. Et un mode réveil-alarme pour pouvoir se réveiller du bon pied. Aujourd'hui, donc le tapis de jeu présente différents univers, des univers avec une housse interchangeable, et donc on va pouvoir commercialiser notre produit sous forme de package qui comprendra donc le tapis de jeu avec donc ces housses interchangeables et une application gratuite qui sera disponible sur tablette ou smartphone et disponible donc pour les parents. Voilà notre petit monde merveilleux. Donc la fée clochette ici, c'est Yoon Sang Lee, qui est graphiste et synesthète et qui travaille donc avec Peter Pan, moi-même, qui suis ingénieur en électronique et en informatique. Nous travaillons ensemble depuis janvier 2016. Et donc depuis, nous avons créé plusieurs prototypes. Et le dernier prototype est en expérimentation avec les familles. Nous travaillons également en partenariat donc, avec une école privée, une école scolaire avec des enseignants pour pouvoir développer le contenu pédagogique qui va correspondre aux besoins des enfants. Et nous travaillons également avec un chercheur en synesthésie, chercheur indépendant, qui s'appelle Vincent Mignero, et qui nous soutient pour notre projet et qui nous permet de valider justement le contenu pédagogique et les expériences synesthésiques qu'on va pouvoir proposer. Je vais terminer avec une dernière phrase. Donc l'arme la plus puissante du monde, c'est l'éducation. Cette phrase de Nelson Mandela en fait illustre parfaitement la problématique à laquelle on fait face aujourd'hui. Il faut qu'on offre, et c'est notre devoir d'offrir aux enfants le meilleur pour qu'ils puissent construire le monde de demain. Et donc ça passe également en leur proposant des outils pédagogiques qui vont être adaptés.
Merci de votre attention. Bravo pour le timing. Alors, on va enchaîner avec 3 minutes de questions. Qui veut poser la première question? Allez, Fred, c'est parti. J'imagine qu'à chacun des revêtements, je ne sais pas comment tu appelles ça, une housse. Ouais. La housse, oui, il y a des histoires. Donc, qui crée les contenus? Comment est-ce que ça sera commercialisé? Et quel est le modèle économique? Alors, les contenus sont gérés en interne, en fait. C'est nous qui produisons directement les histoires. La graphiste avec qui je travaille est justement spécialisée donc aussi dans le domaine des histoires. C'est-à-dire qu'elle a fait une formation dans la bande dessinée et l'illustration. Donc ensuite, en termes de modèle économique, comme je disais, on est sur des packages, c'est-à-dire qu'on va avoir le tapis avec tous les composants électroniques qui sont dessus, et ensuite on va avoir cette housse qu'on va pouvoir changer, donc qui sera une valeur de 50 €. Et donc en fait, on va pouvoir changer d'univers et donc accéder à du nouveau contenu en changeant simplement de housse. Et pour chaque housse, on va avoir donc chaque univers, à chaque fois une application téléchargeable gratuitement sur le Play Store ou l'Apple Store. De manière à accéder à de nouveaux univers et avoir une durée de vie du coup plus importante au niveau du produit, et puis avoir un produit qui va évoluer suivant l'âge de l'enfant et pouvoir l'accompagner, pas seulement sur du 3 à 6 ans, mais du coup plus tard sur du 6-9 ans par exemple. Du coup, qu'on comprenne bien, Bimitac, c'est que le tapis. Il n'y aura pas d'autres développements produits basés sur la synesthésie Alors notre objectif, c'est de produire du matériel didactique basé sur les nouvelles technologies et la théorie de la synesthésie. Donc aujourd'hui, on va du coup aller sur d'autres produits, par exemple à base de textiles connectés ou à base d'hologrammes en fait, pour pouvoir. Mais bon, ça c'est les projets futurs bien évidemment. Et toujours dans une démarche éducative derrière. Donc c'est des technologies qu'on a identifiées, et justement la graphiste avec laquelle je travaille a déjà travaillé sur de l'hologramme justement, avec des histoires pour enfants. Donc on a déjà des idées sur le sujet. Oui, Daniel? Oui, donc ce que j'ai beaucoup apprécié, on ne l'a pas vu ici, mais c'était les vidéos aussi où on voit les enfants qui testent, qui utilisent le tapis. Je voulais savoir comment est-ce que vous mesurez leur apprentissage. Alors là, l'objectif du coup, c'est de développer une application. Donc l'application, on va avoir un contenu qui va être flexible et qui va s'adapter en fait au niveau de l'enfant en face. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un taux de réussite compris entre 75 et 95% en fait sur les jeux. Donc on est concentré sur la lecture et du calcul. Et en fait, l'objectif, c'est de jamais mettre l'enfant dans une situation d'échec et qu'il ait toujours des défis, pour pouvoir se motiver et enrichir sa curiosité et son envie de progresser. Donc ensuite, on va pouvoir justement vérifier que toutes les notions sont acquises, avec au sein de l'application vraiment un suivi et vérifier la progression. Et ça sera accessible pour les parents justement, au niveau de l'application. Ouais, Baptiste, c'était la dernière question. Les 3 minutes sont passées. Juste le prix du tapis? On est sur 180 € sur le TTC. D'accord, allez, on peut l'applaudir. Alors, maintenant, on va accueillir Ecosi. Allez, on peut aussi on peut applaudir. Bonjour. Allez, on est parti pour 5 minutes aussi. C'est bon, tout est prêt côté technique? Bonjour à tous. Alors, moi je m'appelle Maël Prudhomme, je suis le cofondateur de Decosi.com, qui est une plateforme de financement participatif dédiée à l'océan et l'environnement. Alors simplement, et voilà, c'est le début, le financement... C'est bon, le slide est passé. Le financement participatif, c'est quoi? Le financement participatif, c'est une personne qui a une idée et qui n'a pas forcément d'argent et qui décide de mettre en ligne aujourd'hui, puisque Internet existe, et de mettre en ligne son projet, et c'est le grand public qui va valider ou non la faisabilité du projet ou de l'idée. Et donc c'est la multiplicité des gens et des petites sommes qui vont permettre en fait de récupérer de l'argent pour pouvoir faire le projet. Alors, je ne sais vraiment pas où. Voilà. Et pour nous, en fait, ce qui est important, c'est que le financement participatif, c'est pas seulement du financement, c'est 30% de financement et
70% de communication. Ça veut dire que le porteur de projet va aller mettre en ligne son projet, va aller défendre aussi son projet, un peu comme aujourd'hui on peut le faire. Merci beaucoup. Va rencontrer les médias, va aller sur Internet, va aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de son projet et va aussi développer des partenariats avec des marques qu'il n'aurait pas forcément connues s'il était resté dans son coin. Alors, normalement, on va y arriver. Alors, la façon dont ça se passe, je ne sais pas si tout le monde a déjà contribué, mais on essaie de faire ça de façon assez simple, c'est qu'on s'inscrit chez nous, tant qu'à faire. On va sur le projet qui nous intéresse, on choisit la contrepartie qui va nous intéresser et on paye alors de façon assez simple, par carte bleue, par virement, par chèque. Et on reçoit un mail de confirmation et à la fin de la campagne, on va recevoir la contrepartie qui est ou symbolique ou un t-shirt, un DVD, enfin que sais-je. En fonction des projets, en fait, les contreparties sont très différentes. Alors, le marché aujourd'hui, en fait, il vient d'assez loin, mais il n'est pas si vieux que ça. On a des illustres aînés aujourd'hui qui s'appellent Ulule et KissKissBankBank, que vous connaissez peut-être. Et puis plus ça va, plus le marché, donc c'était des généralistes, et plus ça va, et plus on arrive sur des spécialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des plateformes de financement participatif dédiées à la mode, à la pharmacie ou à la pharmacologie, au sport, enfin bref, que sais-je. Et plus ça va, plus ça se spécialise. Or, il se trouve que nous, on a décidé de monter une plateforme dédiée à l'océan du fait qu'on est une équipe qui pratique depuis plus de 25 ans la voile, le kitesurf, le surf, ce genre de choses. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que l'océan, même si on nous dit qu'on est spécialisé, c'est 71% de la planète. Et donc, en fait, on a une équipe d'experts avec des ambassadeurs aussi qui nous amènent une expertise particulière. Typiquement, quand vous regardez, en fait, c'est tous des gens qui ont un moment ou un autre des parcours professionnels qui peuvent nous apporter une technicité ou une expertise. Alors, nos chiffres clés, puisque en fait, la plateforme a été lancée au Nautique en décembre 2015, c'est aujourd'hui 24 projets financés, 135 000 € récoltés, 88% de réussite. Alors par rapport à nos aînés, ça ne fait pas forcément énorme, mais quand vous regardez KissKissBankBank, la première année où ils l'ont lancé, ils ont eu 19 projets qui ont été faits. Donc en fait, on est assez content puisqu'on a déjà dépassé KissKiss sur leur première année. Alors l'objectif pour nous, il est assez simple, c'est qu'on a décidé d'être ici à Lorient parce que c'est la Sailing Valley, voilà, c'était assez logique. Mais l'objectif, c'est d'être partout présent, là où il y a un océan, une mer, et pouvoir en fait rayonner. Alors, d'ici et d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas pour combien de temps on en a, mais en tout cas... Il te reste 1 minute encore. Génial. Donc, si vous avez 1 minute à passer avec moi, vous pouvez aller sur ecosi.com et regarder les projets. Et sinon, aujourd'hui, on en a 8 en cours, et on a des projets qui touchent, alors pas seulement au sport, pas seulement à la mer en tant que telle, mais il va y avoir des projets touristiques, il va y avoir, là typiquement, vous avez un projet culturel, vous avez un projet de livre et vous avez un projet modulaire de bateau, ce qui leur permet en fait à tous ces porteurs de projets de faire des tests en live sur leur marché et ensuite d'être un levier complémentaire pour aller chercher des fonds auprès des banques, auprès des institutions publiques qui n'ont pas vocation aujourd'hui à prendre tous les risques non plus. C'est-à-dire que les banques ne peuvent plus prêter aujourd'hui comme elles pouvaient le faire à un moment. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette plateforme et on est plutôt content puisqu'on a dépassé en fait, les objectifs qu'on s'était fixés pour la première année. Voilà. Ok, on va partir sur les questions. On peut t'applaudir. Bon, moi j'en ai une première, donc c'est du commissionnement, c'est du pourcentage que tu prends. Oui. Alors combien de projets pour pouvoir vivre je crois qu'il y avait 5 personnes, alors combien de projets en tout ? Alors, les 5 personnes ne sont pas salariées puisque j'ai eu la bonne idée d'aller chercher des chefs d'entreprise qui étaient experts, où je leur ai dit que j'allais leur demander de l'argent, que j'allais les faire travailler et que j'allais pas les payer tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. En fait, c'est à peu près 20 projets par personne pour que ça puisse devenir viable. Ouais. Et le pourcentage du coup de commissionnement? Alors, le pourcentage, c'est 8%, sur les levées de fonds réussies. Et il se trouve qu'on est à 88% de réussite. Ce qui fait qu'à chaque projet, alors on a eu plus d'une centaine de projets, on essaie de les sélectionner, on les accompagne vraiment en amont pour pouvoir... Certains, ça fait 6 mois qu'on les suit. D'accord, ok. Autre question, Morgane? Alors moi j'ai juste une question. Ecosi dans 5 ans?
Ecosi dans 5 ans, on espère bien en tout cas avoir un bureau ici évidemment puisqu'on gardera le siège à Lorient, un bureau dans le Pays Basque puisque à partir de janvier on y sera, un bureau en Californie, un bureau à Montréal, un bureau en Allemagne. Enfin voilà, on va essayer de rayonner un peu partout dans le monde et avoir des bureaux. Alors aujourd'hui, on s'adapte aussi de façon permanente, hein, on regarde ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce que ce sera des bureaux avec une personne qui sera dédiée à notre plateforme et salariée par nous ou autrement? Aujourd'hui, on est en pleine réflexion. Mais voilà, l'objectif, il est là. Autre question? Tu parlais d'accompagnement, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus, et notamment les critères que vous retenez pour juger de la maturité des projets qui sont présentés sur la plateforme? Alors, les critères, en fait, ils sont assez subjectifs, c'est-à-dire que nous, on est parti sur du don contre don. Donc, on n'a pas la partie comptable que pourraient avoir les autres plateformes de prêt ou d'equity, donc de prise en capital. On essaye vraiment d'avoir un regard porteur de projet, donc cette adéquation-là et cette cohérence. Et après, pour certains, quand on n'est pas complètement sûr, en fait, on se réunit ou on envoie un mail en disant, ben voilà, moi j'ai un doute sur cette personne-là, est-ce que vous voulez aller voir un peu plus loin, voilà. Et en fait, on se fait beaucoup de retours comme ça. On est assez réactif, tout l'intérêt du web, et à un moment, quand il faut trancher, on tranche. Mais voilà comment on fonctionne. On joue beaucoup sur la capacité du porteur de projet à fédérer autour de lui. Voilà. Ok. Il reste 30 secondes, une dernière question. Bon, non, c'est bon. C'est un marché vraiment d'ultra niche. On voit plein de plateformes de financement participatif de niche comme ça qui tombent parce que c'est compliqué à trouver cette acquisition du coup de communauté. Comment tu vas faire du coup cette acquisition de communauté? En fait, nous, on trouve ça assez étonnant. Oui, on nous parle toujours de niche, mais c'est 71% de la planète déjà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est une communauté de passionnés. Aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de passionnés de voile, de plaisanciers. C'est 450 000 surfeurs, 400 000 juste en France. Ok. Donc en fait, c'est la passion. Le marché est là. Ok, merci. Allez Maël, on peut t'applaudir. Merci. Et Morgane, tu peux nous rejoindre sur scène pour le bon cuisiniste. On peut applaudir Morgane. Hein. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Morgane, je viens d'Ergué-Gabéric, près de Quimper. Et merci. J'ai pour ambition de devenir la Calicie de la cuisine équipée. Alors, d'où m'est venue cette idée folle et utopique de conquérir le monde des cuisinistes? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire. Donc là, en fait, c'est moi dans ma cuisine, donc je suis super contente, je suis ravie même. Ça pourrait être vous aussi, avec votre bande de potes, en train de passer un bon moment. Ça avance tout seul, c'est normal. Ou en famille, ou ça pourrait être aussi une star comme Penelope Cruz ou Vincent Cerruti. Il y a un petit problème. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que peu importe qui on est, à un moment donné, on a tous besoin d'une cuisine. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, donc vous ne vous sentez peut-être pas encore concernés par le besoin d'avoir une cuisine, mais un jour, je vous le souhaite, vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez fonder une famille, investir dans l'immobilier, et un jour, vous aurez besoin d'acheter une cuisine, et j'espère que vous penserez à moi. Donc moi, par exemple, pour mon achat de cuisine, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée sur Internet, et j'ai lu donc, sur des grands sites, comme Côté Maison, cuisinistes, comment leur faire confiance. Ne vous laissez pas embobiner par des cuisinistes. Attention, vente forcée. Fuyez ce cuisiniste. Waouh. Donc là, je me suis dit, acheter une cuisine était devenu pour moi synonyme d'angoisse, quoi. À qui je pouvais faire confiance aujourd'hui? Est-ce que tous les avis que je lis sur Internet sont vrais? Je pense que vous avez la réponse à cette question. Alors un jour, je me suis réveillée et puis j'ai eu une idée, tiens, pourquoi pas créer un site où on retrouverait en un seul et même endroit un blog qui parle de cuisine équipée, je retrouverais des conseils pour acheter sa cuisine, les promotions des cuisinistes proches de chez moi, et puis surtout, j'aurais des vrais avis de clients qui me permettront de me faire une idée et de choisir le cuisiniste qui fera ma cuisine. Et donc d'acheter ma cuisine en toute sérénité. Et de gagner du temps aussi, surtout dans la phase de recherche. Donc c'est ça un peu
l'idée du bon cuisiniste et comment est né le bon cuisiniste, de pouvoir acheter sa cuisine en toute sérénité. Alors j'ai quitté mon job, donc en fait j'ai travaillé dans le secteur de la cuisine équipée pendant près de 8 ans, donc je les connais bien les cuisinistes et je sais qu'il y en a qui font très bien leur travail, la grande majorité d'ailleurs, et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'outils qui nous permettent de dire qui sont les bons et qui sont les mauvais cuisinistes. Maintenant il existe avec le bon cuisiniste, donc on a mis en ligne avec l'aide de Vincent et d'Alexandre une première version du site en juin. Notre objectif, c'est de devenir incontournable dans le secteur de la cuisine. Demain, quelqu'un qui a un projet de cuisine, l'idée, c'est qu'il passe par le bon cuisiniste. En général, on sélectionne jusqu'à 3 cuisinistes pour son projet. Le business model est basé essentiellement par un système d'abonnement mensuel par magasin, où en fait, un cuisiniste va pouvoir avoir accès à sa fiche, gérer sa réputation en ligne, récolter des contacts, des prospects qui ont des projets de cuisine. Aujourd'hui, je suis vraiment super contente des premiers résultats, puisqu'on a 950 cuisinistes qui sont venus s'inscrire sur le site. Donc on est déjà devenu en peu de temps, en 4 mois, leader en nombre de cuisinistes de toutes les plateformes qui existent en France dans le secteur. Donc voilà, les premiers résultats sont vraiment top. Demain, on va travailler, enfin la première version en tout cas a été validée. Aujourd'hui, on travaille sur la deuxième version, qui est en fait la création du back-office et la possibilité de laisser un avis sur le site, puisque ce n'est pas encore possible. Donc si vous êtes développeur, web designer, vous avez envie de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à me contacter. Ou je ne sais pas, si vous avez 50 000 €, vous ne savez pas quoi en faire, venez me voir. Voilà, avec pas grand-chose et avec peu de temps, on en est arrivé là. Alors avec plus de moyens humains et financiers, je pense qu'on pourra atteindre l'objectif de devenir incontournable. Écoutez, je suis super contente d'être là et merci à l'équipe de Web de Lorient, en tout cas, de me laisser l'opportunité de présenter ce projet. Je vous invite à suivre mon aventure sur la page Facebook. On a déjà 1300 fans qui nous suivent. C'est un bon début. Et puis, ça, voilà. Un dernier petit mot, si vous cherchez un cuisiniste, le meilleur spot, c'est sur le bon cuisiniste. Avec ça, j'ai peut-être une chance d'aller sur Ecosi, non? Voilà. Donc, merci, voilà, merci Morgane. On va passer aux questions. Alors, 3 minutes, c'est parti. Quel sera votre positionnement par rapport aux franchises? Mon positionnement par rapport aux franchises, alors je vais aider les enseignes, les grandes enseignes à pouvoir avoir une visibilité sur leur réseau. C'est-à-dire que je vais pouvoir accompagner des grandes enseignes et leur dire, voilà, à un moment donné, si un de votre magasin a trop d'avis négatifs, vous allez pouvoir être alerté et du coup, s'il y a un problème à résoudre, vous pouvez le résoudre rapidement. Donc en fait, moi, les grandes enseignes, je vais les aider à se faire connaître, à travailler leur notoriété. Enfin, bon, les grandes enseignes sont déjà connues, mais en tout cas, travailler leur réputation et leur générer du lead, des contacts, des prospects. Ok, Arnaud? L'intérêt pour les consommateurs semble évident, mais quelles seraient les barrières ou quelles sont les barrières que vous rencontrez pour que les cuisinistes s'inscrivent justement, en fait, effectivement, mon premier objectif de site était de convaincre les cuisinistes, et visiblement ils le sont, puisque on a dépassé Ooze. Je ne sais pas si vous connaissez Ooze, mais c'est une énorme plateforme, 450 salariés, estimée à des millions d'euros, enfin bref. Et en 4 mois, on les a dépassés en France, donc je me dis, moi toute seule, sans dépenser d'argent, avec mes 2 collègues, on est déjà arrivé là, et c'est pas fini, puisque j'ai souvent des rendez-vous avec des grandes enseignes dans le secteur de la cuisine équipée, alors aussi bien les spécialistes que les généralistes. Donc, je ne sais plus, c'était quoi? Donc les barrières éventuellement rencontrées et le taux de transformation. En fait, pour l'instant, justement, je vois qu'ils sont convaincus. C'est pour ça que je vais de l'avant, et maintenant, ça va être... je vais devoir convaincre les consommateurs. Ok, Fred? Dernière question concernant l'acquisition de visibilité. Donc, si j'ai bien compris, vous avez un blog et une page Facebook pour vous faire connaître. C'est ça. Quoi d'autre? Alors pour l'instant, j'ai le site, la page Facebook, je fais surtout du B2B. Comme on ne peut pas encore laisser d'avis pour les clients, je ne fais pas encore trop de B2C. Ça sera à partir de l'année prochaine. Donc je vais faire beaucoup de RP avec la presse spécialisée, des salons. Et puis les cuisinistes vont être mes ambassadeurs. C'est pour ça que c'est eux que je devais convaincre en priorité.
Et ensuite, l'achat de mots-clés, Facebook Ads. Et puis, en fin d'année, mon ambition serait d'organiser un grand événement pour récompenser les meilleurs cuisinistes. Et ça aussi, ça contribuera à la notoriété de la marque. Voilà. Ouais, vas-y. Pas de juste pour rebondir sur la question de Fred, pas de Pinterest, ce genre de choses Si, en fait, Instagram, Pinterest, Google+, Twitter, ok. On essaye d'être partout. Daniel, Effectivement. 15 secondes. Oui, j'ai juste une question concernant les avis. Donner son avis à la FNAC pour un disque de 15 €, il y a un certain engagement, mais donner son avis pour une cuisine de 50 000 €, il y a parfois des faux avis qui sont mis sur Internet. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que le consommateur soit sûr de l'avis et de sa qualité? Alors justement, c'est justement pour pallier à ces faux avis que je suis en train de monter le bon cuisiniste. Là, en fait, chaque fois que... En fait, il y aura des avis que de clients, pas de prospects. Donc c'est que si on a acheté une cuisine qu'on pourra laisser un avis et j'aurai besoin d'une preuve d'achat. Et pour motiver le client à déposer son avis... Pour que ce soit équitable, Morgane, on a dépassé les 3 minutes. Bon. Daniel, ça ira? Ok, merci, on peut applaudir Morgane. Merci. Avant d'accueillir Penarbox, je vous rappelle que vous allez pouvoir voter aussi pour la meilleure start-up. Il va y avoir le prix du public. Tout à l'heure, vous pourrez le faire du coup sur YouSlide. Donc retenez bien votre start-up préférée. Du coup, on peut accueillir Loïse de Penarbox et Julien. Allez, on est parti. On peut les applaudir. Oui. Demat Deochol. Bonjour à tous. Vanozo Loïs Philly, j'ai 24 ans, j'ai cofondé Penarbox il y a maintenant 1 an et j'ai 2 passions dans la vie qui sont le caramel au beurre salé et l'entrepreneuriat. Je me présente, Julien Carsalé, 25 ans, cofondateur de Penarbox également. Et moi, mes 2 passions, c'est le blé noir et l'entrepreneuriat. Donc en 2012, avec Julien, on a été confrontés à un énorme problème. On est partis tous les deux à l'étranger pendant 1 an. Donc moi, je suis parti à Cardiff pendant que Julien s'envolait vers Miami. Et là-bas, notre énorme problème, c'était tout simplement le manque cruel de produits bretons. Donc ça nous arrivait en fait de nous réveiller en sursaut la nuit, pris de sueur froide, de tremblements, tellement en fait on avait envie de notre boîte de pâté naf et notre caramel au beurre salé. Donc pour contrer en fait ces attaques de rêves de produits bretons, nos parents nous envoyaient par la poste des cartons donc remplis de produits bretons, ce qui nous a permis de survivre pendant 1 an loin de nos terres bretonnes. Et donc, on s'est raconté ces 2 histoires avec Julien il y a maintenant 1 an et demi. Et nous avons eu l'idée donc de créer Penarbox. Et notre mission aujourd'hui, c'est tout simplement de propulser du bonheur à l'ensemble des terriens du monde avec des produits bretons. Donc aujourd'hui, on propulse du bonheur donc auprès de 2 cibles différentes. Donc la première sur un marché B2C, donc pour les consommateurs, pour laquelle on propose 2 box totalement différentes. Donc la première, la Pliche Box, qui est une box surprise qui change tous les mois. Donc cette box est composée de 6 produits innovants, surprenants, issus des petits artisans de la Bretagne historique. Et en parallèle, on a une autre box, la Bues Box, que vous pouvez voir derrière moi à l'écran, qui constitue le véritable kit de survie pour le breton à l'étranger, donc avec les 10 produits phares du terroir breton. Donc on a également un second axe qui est l'axe B2B, où on propose aux entreprises de la région donc, de composer des box 100% sur mesure, en fonction de leurs envies, de leur budget, pour des cadeaux aux collaborateurs ou aux comités d'entreprise. Et on a également donc, des offres, des box ponctuelles qu'on lance tout au long de l'année, comme actuellement avec notre calendrier de l'Avent de bière bretonne. Donc voilà 1 an et demi qu'on a lancé Penarbox. Aujourd'hui, on est accompagné par l'incubateur Produits en Bretagne, Brest Business School à Brest donc. Et on est arrivé en fait sur ce marché qui en fait est un marché qui arrivait totalement à saturation. Donc il fallait véritablement qu'on se démarque et qu'on trouve de véritables leviers de différenciation. Donc on a travaillé sur en fait 2 aspects principaux qu'on va rapidement passer en revue. Le premier étant la création d'une véritable marque, mais au-delà d'une simple marque, une marque affective, basée autour de plusieurs piliers. Le premier étant un axe qu'on a baptisé participatif, où on co-crée en fait un certain nombre de variables de notre marque avec notre communauté. Donc par exemple, notre boutique en ligne, Mon Marché Breton, a été votée à l'unanimité par les membres de notre communauté sur Facebook.
Deuxième levier pour créer cette marque, c'est l'axe de l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on répond entre guillemets au tac à l'ensemble des demandes émanant de nos parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, etc. Et enfin, l'axe friendly, entre guillemets, où on a placé l'humour au cœur de notre CRM, au cœur de notre relation client, ce qui nous permet d'aborder, entre guillemets, de façon légère et on essaye humoristique tous nos messages sur les réseaux sociaux et aussi par mail, etc. Donc voilà pour le premier levier. Et ensuite, donc, pour le second levier, c'est en fait, on ne vend pas des produits bretons, mais réellement une expérience autour des produits bretons. Puisqu'en effet, on propose à nos consommateurs donc, un plongeon expérientiel chaque mois, notamment à travers un magazine de 20 pages qui accompagne chacune de nos box. Donc, ce magazine permet de présenter les produits, de présenter les artisans présents dans la box, mais également de proposer 2 recettes réalisées donc, par notre peinard chef, qui est un chef breton donc, qui réalise 2 recettes exclusives en lien avec les produits de la box. 1 minute. Et également, on ne veut pas que la box soit jetée tout simplement après réception des produits. Pour cela, on a dessiné sur chacune de nos box des patrons qui, une fois montés, découpés et collés, font un magnifique menhir amplificateur de son pour téléphone portable, rendant ainsi obsolète tout système de son portatif actuellement présent sur le marché, ou encore un magnifique bateau vide-poche. Également, nous avons lancé un système d'arrondi solidaire, ce qui permet à vous, consommateurs, de pouvoir contribuer à des projets de nos artisans partenaires de l'ordre de quelques centimes à 1 €. Grâce à ce système d'arrondi solidaire, nous avons aidé une artisane de Poudrezic à lancer la première culture d'aloe vera en Bretagne. Donc en un an, Peinard Box, c'est plus de 4000 colis envoyés dans 22 pays, soit 240% de l'objectif initial atteint. C'est aussi d'excellents retours du côté de nos clients, mais également du côté de nos fournisseurs. Et c'est plein de projets pour l'avenir. Donc on compte véritablement capitaliser sur les produits bretons et sur la base fournisseur qu'on a actuellement pour évoluer. Trugarez vraz d'Aveza Silawet Achronom. Merci de nous avoir écoutés. Bravo, les 5 minutes pile poil. Merci Louise, merci Julien. On part sur 3 minutes de questions avec Morgane. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner votre budget de communication et les grandes lignes de votre stratégie de communication ? Pour l'instant, le budget de communication, on l'a communiqué avec personne, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très très réduit à l'heure actuelle. En fait, on essaye de trouver des leviers plus ou moins gratuits et de pousser au maximum au bouche à oreille. Donc rapidement, on travaille beaucoup sur la RP, sur un réseau de blogueurs et d'influenceurs. Voilà. Tous les axes qu'on vous a présentés tout à l'heure pour la création de cette marque est justement poussé au capital sympathie et que ça aille relativement vite. Donc on a vu qu'aujourd'hui, il y avait 2 box, il y avait un magazine, il y avait du financement participatif et solidaire. C'est quoi l'étape d'après? Une web télé Est-ce qu'il y a un après? Est-ce que vous avez réfléchi? Comment vous allez diversifier? Oui, l'après au final va revenir très vite. Enfin, on est en train de réfléchir avec Julien justement à quel virage on pourrait prendre entre guillemets. Après, on va toujours rester sur les produits bretons. C'est notre cœur business entre guillemets et notre activité de box sera toujours bien présente. Mais après, on a plein d'idées justement pour poursuivre l'aventure et propulser encore plus de bonheur dans le monde. Un chatbot en breton ou des idées comme ça? Martézé, Goletvo, yeah. Pardon. on verra peut-être. Ouais. Louise, du coup, avec ce que tu viens de dire, donc tu confirmes qu'aujourd'hui, vous restez focus sur la Bretagne et il n'y a pas de pseudo-scalabilité sur d'autres régions françaises dans votre roadmap, région française ou autre? C'était potentiellement une piste de développement, mais qu'on a plus ou moins pour l'instant mis de côté, étant donné que c'est relativement difficile de trouver toutes les valeurs qu'on peut retrouver en Bretagne, par exemple l'aspect de porte-drapeau, d'ambassadeur. Les Bretons sont aussi éclatés partout dans le monde. Et aussi un autre point, c'est que les fournisseurs, les producteurs en Bretagne sont extrêmement partageurs, chose qu'on ne pourrait pas retrouver par exemple en Corse. Donc c'est potentiellement un axe de développement, mais pas forcément évident du tout, voilà. Même si c'est totalement scalable, quoi. Ça marche. Une autre question? Il reste 50 secondes. Vous avez vendu 4000 box, vous les avez vendus, ils sont où vos clients principalement? La majorité sont en région parisienne, enfin 24% sont sur Paris, 18% à l'étranger, donc principalement en Europe limitrophe, 18% en Bretagne et le reste de manière homogène en France. Ok, plus de questions, c'est bon?
On peut les applaudir, Louise et Julien de Penarbox. Alors, dernière start-up déjà, la 5e, ça va être Sportium. Donc j'appelle Frédéric Dio. Frédéric, tu peux nous rejoindre sur scène. On l'applaudit. Allez Frédéric, on est parti pour 5 minutes. Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle Frédéric Dio, je suis un petit peu un enfant de Lorient aussi, parce que j'ai fait mon BTS Tourisme et BTS Commerce International à Saint-Louis. Si jamais il y a des élèves de Saint-Louis, bonjour à vous, bonjour à tous les autres aussi. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter en tant que cofondateur Sportium.com, qui va vous plonger un petit peu dans le monde trépidant et fascinant de l'hébergement collaboratif. Alors, avant d'aller plus loin là-dedans, déjà, je voudrais savoir parmi vous combien de personnes ont déjà fait appel à ou eu envie de faire de l'hébergement participatif, type Airbnb, Abritel, HomeAway. Levez la main. Allez-y, soyez pas timide, levez la main. Je suis sûr qu'elle est là-haut. Voilà. Ok, on en a pas mal. Maintenant, parmi vous, combien de personnes sont propriétaires et ont déjà mis sur un site tel que Airbnb, Abritel, HomeAway, un hébergement? Beaucoup moins. Et j'espère que vous mettrez sur Sportium après la présentation. Voilà le problème de l'hébergement collaboratif. Aujourd'hui, l'hébergement collaboratif, tout le monde en parle, c'est un méga trend, mais l'obstacle majeur, c'est qu'il y a un delta entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire du Airbnb, du HomeAway et de l'Abritel que de gens qui veulent mettre un hébergement dessus. Alors, pourquoi? Est-ce que ça marche? On peut passer au slide suivant. Voilà. Le problème, c'est que la majorité des gens en fait, qui sont propriétaires premièrement, ils n'en ont pas besoin de mettre un hébergement sur le site. Ils s'estiment pas dans le besoin au niveau financier. D'autres ont un hébergement qui n'est pas adapté, trop petit, voilà, il n'y a pas de chambre, ou alors c'est juste que c'est mal situé. Et puis, l'élément principal, c'est le problème de confiance. Le problème de confiance au niveau de l'hébergement participatif, ça a été en partie résolu grâce à ce qu'on appelle la social proof, donc les notations étoilées, les commentaires, etc. Donc ça, c'est déjà un grand step et on voit à quel point ces startups explosent et comment ça devient un trend. Néanmoins, il y a encore qu'une toute petite majorité de propriétaires qui mettent leur hébergement. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a vu une autre solution, quelque chose qui crée un lien encore beaucoup plus fort que la social proof, quelque chose qui brise toutes les barrières sociales, qui fait de nous instantanément des personnes qui ne sont plus tellement étrangères l'une pour l'autre et donc qui instaure un climat de confiance, c'est le sport. Le sport, il faut savoir que, imaginez-vous par exemple, vous êtes propriétaire d'un hébergement ce soir chez vous, imaginez quelqu'un arrive à votre porte, il frappe à votre porte et il vous dit, avec son iPhone à la main, il vous montre qu'il a 5 étoiles, qu'il a plein de bons commentaires sur, je ne sais pas, Blablacar ou un autre site collaboratif. Et vous avez la même personne qui vient vous voir, si vous êtes passionné de VTT, il vient vous voir en vélo avec sa tenue de VTT. La probabilité que vous allez faire confiance à celui qui a la même passion que vous versus celle qui a une social proof est très élevée et le fait que vous allez avoir cette envie de partager avec cette personne sera beaucoup plus forte que si elle a juste une social proof. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on a sondé sur nos pages Facebook, sur nos groupes privés et ça a été indiscutable. 90% des 550 early birds inscrits sur la plateforme ont tous répondu qu'ils préféraient avoir quelqu'un qui a la même passion du sport plutôt que de la social proof. 1 minute. Donc voilà, je vais accélérer. Donc voilà, on a craqué le code par rapport pour créer la confiance déjà pour ouvrir l'hébergement, mais ça c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, on s'est aperçu que derrière ça, on est tous des individus avec nos timidités, nos envies différentes en matière de partage quand on arrive sur un hébergement. Selon si on est
en week-end en amoureux, en célibataire, ou si on veut participer et partager plus avec les autres. Donc ce qu'on a créé, c'est quelque chose d'assez nouveau dans l'hébergement collaboratif, c'est une possibilité d'exprimer en avant ses attentes en matière de partage via les icônes Stay, Share and Play. En fait, la première, c'est juste pour être, vous dites que vous voulez juste être hébergé ou avoir un hébergement à disposition pour des sportifs. La deuxième, avec le share, c'est vous pouvez dire que vous voulez aussi partager des informations, des bons spots et des conseils. Et le play, c'est si vous voulez également, si vous êtes partant pour faire une sortie. Les 5 minutes sont passées. 5 minutes sont passées. Voilà. C'est dur. Donc, voilà, c'est dur. Trop de choses à dire. Voilà. On n'a pas toutes les infos malheureusement. On est obligé de passer à la phase de questions. Alors qui commence? 3 minutes. Arnaud. Le modèle économique, justement. Alors le modèle économique, il est transactionnel, comme sur les autres plateformes. À ce niveau-là, on utilise donc en fait, on va avoir des frais de service de 10% d'environ 10% sur l'hôte, sur le voyageur, et de 3% sur l'hôte. Voilà. Oui. Vas-y, Daniel. Petite question sur la dernière diapo qu'on a vue. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller voir le site aussi. Vous avez choisi de mettre en avant la photo de l'établissement. On pourrait s'attendre à ce que ce qui soit mis en avant, c'est le sport. La photo de l'établissement? Oui, enfin la photo de la chambre, plutôt que de mettre en avant le sport, puisque c'est ça l'axe d'entrée. Donc je voulais savoir comment vous avez fait ces... Là, vous voulez dire la petite vignette d'un hébergement? Oui, le point d'entrée semble être plutôt la chambre, plutôt que le sport qui... Le point d'entrée, alors on n'a un peu malheureusement pas montré le site, mais le point d'entrée, en fait, c'est vraiment par le sport. Alors, on a sur le site, on commence d'abord par sélectionner son sport, et qui ensuite va amener sur une page sur laquelle on va avoir d'un côté des hébergements et de l'autre côté aussi des spots, parce que c'est aussi un guide des spots. On fait la balance des deux. Et après, pour ce qui est des vignettes, quand on présente des hébergements, c'est vrai que nous, on a tendance à mettre sur les hébergements plutôt en avant la photo de l'hébergement plutôt que le spot, parce qu'on s'est aperçu que ça convertissait mieux. J'utilise moi-même les sites concurrents pour pouvoir étudier un peu le concurrent de l'intérieur et puis en même temps bootstrapper sur eux, donc c'est très bénéfique. Et j'ai fait du A/B testing selon si on met des photos du spot ou des photos de l'hébergement en lui-même, on convertit plus quand on met la photo de l'hébergement. Voilà. Ok. Pourquoi tu vas réussir sur ce marché ultra concurrentiel? Pourquoi toi, Sportium? Parce qu'on est first to market déjà sur le sport. On a cette petite innovation qui fait qu'on a la possibilité d'exprimer vraiment ses attentes en matière d'interactivité, à l'instar de Blablacar, on peut dire si on est blablabla, blablabla, etc. Donc ça permet en fait par rapport aux autres plateformes d'avoir vraiment un fit parfait entre l'hôte et l'hébergeur. Et le voyageur. Et ton acquisition, comment tu vas... Notre acquisition, la chance qu'on a dans le milieu du sport, c'est que c'est sans doute un des sujets qui alimente le plus de conversations, où il y a énormément de forums, d'associations, surtout en France. On a 22 millions d'associations qui existent, particulièrement dans le sport. Et donc on a une possibilité là d'acquérir beaucoup de leads dans ce domaine-là, sans compter les événements sportifs. On en a identifié 250 majeurs autour desquels on va agréger des hébergements et ensuite créer des spots et inviter des participants, des sportifs, des athlètes à venir dormir. Et en 15 secondes, l'équipe? L'équipe, donc on est 3. Sylvain Morel, mon cofondateur, qui est basé à Montpellier, moi-même, Frédéric Diao, et on a un CTO, web designer, dev en AngularJS Angular et Node.js, qui pareil nous a rejoint, qui est issu de la Wild Code School, une école de code qui est en train de monter en puissance. Ok, super, merci. Allez, on peut applaudir Frédéric. Merci à toi. Voilà, on a vu passer du coup les 5 startups. On va afficher, s'il te plaît, Jean-Patrice, pour le vote du public. Vous allez vous connecter du coup sur YouSlide et vous allez avoir à peu près une demi-heure, il me semble, pour voter. Nous, on va aller délibérer par rapport au prix du jury et je te laisse du coup prendre la suite. Merci Sébastien.
Je vais maintenant appeler sur scène l'équipe de la start-up qui avait gagné le prix du jury en 2015, qui est celle de Facette. Et je vais appeler le jury aussi, s'il est là. S'il est sorti, je ne les vois pas. Si. Vous pouvez venir. Arnaud. Je vais vous laisser ma place. T'as pas une présentation qui dure une demi-heure, hein? Ah non, j'ai 2 minutes. Je vois qu'il y en a plein qui attendent. Super. Est-ce que le reste du jury est là? Sébastien Lecorfec, Morgane Ravalec? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de boire un coup, tranquille. Facette, j'ai même pas Je vais commencer du coup. À toi de jouer. D'abord, merci de nous recevoir. Donc effectivement, on était là. Donc je suis Valère Fédronic, pour ceux qui ne m'avaient pas vu. Je suis le cofondateur de Facette, avec mon associé Louen qui n'est pas avec moi sur scène. Effectivement, il y a un an, on gagnait le prix du jury ici. Et donc je repasse un peu pour vous dire comment on a évolué. Alors, vous voyez, ça ne fait pas grand-chose. Là, je regardais Barack Obama, comment il avait évolué avec ses quinquennats. Il n'a pas bougé. Nous non plus, pour la petite histoire, quand on était venu au Webin Lorient, c'était notre première sortie officielle. On avait dans la nuit fait l'appli Android, on l'avait publié pour faire la première bêta, essayer de profiter de l'exposition. Et d'ailleurs, on a pu ensuite progresser. C'est l'occasion de remercier aussi les structures qui accompagnent les startups, Renat Talent, la BPI. On a pu aussi engager notre premier développeur Android. Pendant cette année, notre obsession, comme l'obsession de toutes les startups, c'est le product market fit. Donc on a beaucoup itéré, on est allé rencontrer beaucoup de gens, on est allé dans beaucoup d'événements, on est allé voir où est-ce que le problème était le plus fort, on est allé voir est-ce que la solution pouvait y répondre efficacement. Donc on a beaucoup itéré sur le produit, ce qui nous permet maintenant d'avoir une brique techno solide. Et on recherchait aussi à l'époque des compétences marketing qu'on ne possédait pas. Et ça y est, on a trouvé comment vraiment progresser aussi dans ce domaine-là. Donc maintenant, on est accompagné sur le point marketing, ce qui nous permet vraiment de franchir un cap et qui nous permet donc de continuer d'avancer avec notre produit. Il y en a peut-être qui sont curieux de savoir ce qu'on fait avec Facette. Nous, ce qu'on veut en fait avec Facette, c'est, il y en a qui ne se souviennent peut-être pas, on veut réhumaniser les moyens de communication modernes, parce que maintenant on a les moyens de communication, on a laissé passer de nombreuses brèches sur notre vie privée, les technos de profiling sont de plus en plus fortes, tous les accès qu'on laisse à nos téléphones, à notre contact book, à notre carnet d'adresses. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du marketing, eux ils savent. Nous aussi on a été de l'autre côté de la barrière, c'est proprement hallucinant. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui se disent ouais. Et en fait, nous, justement, avec nos itérations, on a pu voir qu'il y avait des communautés qui étaient vraiment mises en danger par ces technos qui ne respectaient pas la vie privée, qui prenaient le risque à tout moment de dévoiler. De dévoiler des choses qu'on ne veut pas dire à tout le monde, qu'on n'a pas envie de dire à tout le monde. C'est un environnement qui décourage beaucoup de personnes de parler librement. On a toujours la peur de voir quelque chose qu'on a partagé et nous revenir en boomerang. Et donc voilà ce qu'on veut vous proposer, nous, avec Facette, c'est de devenir un pseudonymous. C'est-à-dire que vous allez installer l'application, on ne va rien vous demander, juste un surnom, on ne va pas prendre accès à votre carnet d'adresse, on ne va pas vous traquer, on a mis en place toutes les briques techno qui vous permettent de vous mettre en contact avec tous les gens qui sont dans la salle. Si vous activez la détection, vous allez pouvoir vous regrouper autour de centres d'intérêt, vous allez vraiment pouvoir explorer. Le faire, c'est quelque chose qu'on fait très naturellement dans la vraie vie. Et donc je vous engage à installer Facette et vous verrez qu'en fait, en devenant pseudonyme, on se révèle, on ne se cache pas. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, venez nous voir et installez Facette et rajoutez tous les gens qui sont autour de vous. J'ai fini, je vous laisse voir les résultats. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Juste un petit mot, on a là une des plus belles exécutions bretonnes en termes de développement mobile. Vraiment télécharger l'application, elle est vraiment super bien faite. Ouais. Merci. Alors, est-ce que le jury a délivré son verdict?
Arnaud, tu vas prendre un micro. Ou le vote du public d'abord, oui, merci. Prends le micro, Sébastien, il n'y a pas de raison que tu continues pas le travail que tu faisais tout à l'heure. Est-ce que l'on peut afficher le vote du public pour savoir quelle start-up vous avez préférée? Alors, c'est en numéro 1, Be My Tech, à 39,3%. Bravo. Suivi de Penarbox, Julien, Héloïse, Le Bon Cuisiniste en 3, Sportium en 4 et Ecosi du coup en 5. Vous pouvez monter aussi sur scène, je pense. On peut appeler le Be My Tech, Baptiste Berthier. Be My Tech. Sauf s'il est déjà reparti. Ouais. Et Frédéric aussi, L'amour, c'est ça comment dire de l'amour du web. Frédéric, tu es où? Frédéric, tu arrives. Il arrive. Tu as un prix, il me semble, à remettre. Merci. J'avais une intro à faire. Tu avais une intro à faire. Du coup, nous, l'agence, on souhaitait vraiment soutenir le prix du jury, et plutôt le prix du public. Ça fait la 3e année donc qu'on soutient le Web in Orient. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir en tout cas de pouvoir vous soutenir, de pouvoir accompagner. Ce qu'on va mettre en place, c'est surtout toute la partie stratégique. On va travailler sur un accompagnement de plusieurs mois, sur comment développer le réseau, l'outil, toute la partie marketing. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses en place. Et nous, c'est améliorer tout ce créneau-là. Donc en tout cas, félicitations pour ce résultat. Bravo Baptiste. Et puis au plaisir de pouvoir collaborer ensemble. En tout cas, ce sera l'occasion de rencontrer l'équipe, de travailler ensemble. Puis c'est un projet à mener sur la durée. Merci à vous deux, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour ces encouragements. C'est pour nous, on est vraiment très heureux d'avoir ça. Et c'est vrai qu'on a pas mal galéré là, ces derniers mois dans notre travail pour arriver à bien faire émerger notre projet, et on sait qu'on a encore des galères à venir. Donc pour nous, c'est un super encouragement et ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir être soutenu comme ça. Merci. L'année prochaine, on va voir un prototype. L'année prochaine, on va voir un prototype ou un tapis qui marche. Vous viendrez, voilà. Ok, merci à vous deux. Maintenant, on va passer du coup au prix du jury. Arnaud, tu as la lourde tâche d'annoncer. Le jury, après avoir longuement délibéré, a choisi de retenir Penarbox. Voilà. Nous avons particulièrement apprécié votre pitch, plein d'humour, dynamique, bien travaillé. Il s'agit avant tout d'un concours de pitch. Et puis on a également estimé que votre positionnement, l'idée, puis là, le potentiel, on a parlé de scalabilité, d'extension vers d'autres régions. Enfin, ça nous semble être un concept qui a plein d'avenir. Donc voilà la raison pour laquelle on vous a élu. Élu plutôt. Élu, c'est mieux. Il est 16h, tout le monde est fatigué. Du coup, un prix de KPMG, c'est ça, pour Penarbox, c'est ça, un accompagnement KPMG. Et Morgane aussi, un accompagnement. Et puis, moi, en tant que West Valley, je passerai une tête de temps en temps pour venir vous voir. Petit mot de réaction ? Ouais, petite réaction. Déjà, Trugarez Vraz der Hol. Merci beaucoup. Ça veut dire merci à tous. Ouais, je parle breton aussi. Hein. Et puis nous, on est très très heureux de ce prix-là. Ça nous permettra encore d'avancer, d'aller encore plus loin, vu qu'on a pas mal de projets sur le feu. Donc ça sera l'occasion aussi d'évoquer ces projets avec vous. Et puis voilà, merci encore. Merci à vous deux. Pierre-Yves, on te laisse conclure.